Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je m'appelle Cédric. On va voir ce matin effectivement un atelier sur comment réaliser son hivernage. Donc l'objectif de cet atelier, ça va être de vous expliquer comment on réalise un hivernage de piscine, classiquement. L'hivernage, qu'est-ce que c'est? Comment on le fait? Il faut savoir qu'une piscine, elle a deux états, en mode été et en mode hiver. Le mode été, c'est là où on va avoir l'ensemble des équipements en fonction. Et en mode hiver, c'est là où on va mettre en sommeil certains équipements et garder certains autres en fonction, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Première partie, la théorie qu'on va voir là, ensemble. Pas d'atelier pratique particulièrement, c'est très simple, vous allez voir. On va regarder les éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment, vous m'interrompez. Et après, on va regarder un petit atelier analyse d'eau. Donc, on a récupéré les échantillons d'eau que vous avez ramenés. On va faire les analyses. On regardera aussi comment on fait un test bandelette pour vous montrer. Et l'objectif, c'est que vous puissiez le faire tout seul. Alors, rappel des bases d'un hivernage. Il faut savoir, normalement, vous avez dans votre local technique ce petit panneau. Si jamais vous ne l'avez pas, vous venez me voir à la fin, on en a plusieurs. Il est même disponible et téléchargeable directement sur notre site internet. Vous l'avez dans la section service après-vente manuel. Et vous aurez ce petit mémo piscine qu'on a appelé. Ce mémo piscine reprend toutes les procédures de base que vous avez à faire de votre piscine, que ce soit pour l'estivage ou pour l'hivernage. Et nous allons nous baser dessus, sur cette formation d'estivage, pour que vous voyez chaque point, et on va détailler chaque point. Ça synthétise un entretien régulier, les actions d'estivage, les actions d'hivernage, mais ça ne va pas remplacer non plus les manuels d'utilisation des équipements que vous devez avoir, qui sont beaucoup plus détaillés. Donc les bases de l'hivernage, c'est ces différents éléments que vous retrouvez ici, sur le mémo. Vous avez ici toutes les étapes de l'hivernage qui sont mentionnées et écrites. Et on va, là, dans cette présentation, détailler étape par étape. Donc en gros, il y a d'abord une phase de nettoyage qu'on va regarder, une phase où on va équilibrer l'eau, une phase où on va éteindre les équipements de désinfection, et ensuite on va préparer la piscine à l'hiver avec un traitement choc et un produit d'hivernage. Et on va adapter le temps de filtration. Et éteindre la PAC, la pompe à chaleur. On va arrêter aussi la chauffe. Vous l'avez peut-être déjà arrêté d'ailleurs. C'est pas parce qu'on a arrêté la chaleur, la chauffe, qu'on a passé la piscine en mode hiver. Quand c'est qu'on fait un hivernage? C'est ça le point qui est important à voir. C'est mentionné en haut, quand l'eau est inférieure à 15 degrés. Quand l'eau est inférieure à 15 degrés de manière permanente. C'est-à-dire qu'elle ne remonte pas, même l'après-midi, au-dessus de 15. C'est qu'elle reste en dessous de 15 toute la journée et toute la nuit. C'est important, ce point-là, parce que si la piscine passe au-dessus de 15, il peut y avoir prolifération d'algues. Comme on va désactiver la désinfection, enfin l'éteindre, il est nécessaire que l'eau soit inférieure à 15 degrés. Aujourd'hui, l'eau n'est pas inférieure à 15 degrés dans toutes les piscines. À titre personnel, ma piscine est à 16 et quelques. Pourtant, elle est fermée, on l'ouvre un petit peu au soleil, encore pas trop. Et elle n'est pas encore en dessous de 15. Je n'ai encore pas fait l'hivernage de ma piscine. On a une arrière-saison assez clémente, assez ensoleillée, ce qui fait que les températures de l'eau ne sont pas encore descendues en dessous de 15. À compter de la semaine prochaine, nous allons envoyer un mail, et vous allez le recevoir, disant « Go, allez-y, faites l'hivernage ». Vous avez 2 mails par an. Un mail qui va vous dire « Attention, on passe au-dessus de 15, il faut faire l'estivage de la piscine ». On passe en dessous de 15, il faut faire l'hivernage de la piscine. On continue la phase de nettoyage. Vous avez plusieurs éléments à nettoyer et à entretenir. Ça a été fait pendant l'été. Il faudra continuer pendant l'hiver. Premièrement, nettoyer son bassin avant de le fermer. Ça paraît logique, mais on le reprécise. Enlever toutes les feuilles, brosser les parois, nettoyer la ligne d'eau, aspirer le fond de la piscine si vous avez un robot avec le balai aspirateur. L'objectif, c'est d'avoir un bassin le plus propre possible. Ne pas laisser effectivement des feuilles, par exemple, qui vont
peut-être se dissoudre dans le fond, qui pourrait tacher le revêtement. L'objectif, c'est vraiment de nettoyer cette piscine avant de la fermer. Quel que soit le type de fermeture que vous avez, que ce soit un abri, que ce soit une bâche à bar, que ce soit un volet, l'objectif, c'est d'essayer de maintenir sa piscine propre, même l'hiver. Plus elle est propre, plus ça sera simple à l'été de la rouvrir. Alors, comment passer le balai aspirateur si vous n'avez pas de robot? C'est également mentionné ici. Comment passer le balai? C'est effectivement mentionné là. Il y a des points importants. Je ne vais pas lire cela dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on met le balai en fonction, il faut bien penser à vider l'air du tuyau. Si vous laissez de l'air, ça peut désamorcer la pompe. Donc il faut brancher le tuyau une fois qu'il est rempli d'eau. Donc il faut le faire descendre, brancher directement sur la prise balai, et là vous pouvez passer l'aspirateur sans aucun risque de désamorçage de pompe. Vous l'avez déjà fait, tous j'imagine pendant l'été. Voilà. C'est mentionné sur ce petit guide qui reprend quasiment la totalité de ce qu'on se dit. Nettoyer les 3 niveaux de filtrage. Premièrement, les paniers de skimmer. Bien sûr, nettoyer ces paniers de skimmer. Nettoyer le pré-filtre de la pompe. Le pré-filtre, c'est ici. C'est ce qu'il y a à l'entrée de la pompe. Et nettoyer le filtre principal, que ce soit une cartouche, dans ce cas-là, il faut la nettoyer au jet d'eau, soit un filtre à sable, dans ce cas-là, il faut faire un contre-lavage. Attention, c'est pas parce que vous mettez votre piscine en mode hiver qu'il va falloir arrêter de la nettoyer pendant l'hiver. Il faudra continuer à la nettoyer pendant l'hiver, au moins, selon ce qu'on va vous conseiller, mensuellement. Vous le faisiez peut-être plus en saison. Hors saison, il faut au moins, une fois par mois, aller vérifier les paniers de skimmer, le pré-filtre, et nettoyer son filtre à cartouche ou son filtre à sable. On va continuer à faire fonctionner la filtration de manière réduite, mais elle va continuer à fonctionner. Donc ce qui va se passer, si vous oubliez votre piscine pendant 6 mois et que vous vous en occupez pas avec la bâche à bar fermée dessus et vous revenez 6 mois plus tard, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir plein d'impuretés, que la filtration aura mal fonctionné, que le filtre, le cartouche papier par exemple, pourra être colmaté, parce qu'avec un défaut de nettoyage, les impuretés se seront incrustées dans le papier et la cartouche vieillira prématurément. Donc il ne faut pas oublier sa piscine en hiver. Les personnes qui oublient leur piscine en hiver, généralement, ils ont des problèmes à l'ouverture à l'été. Par contre, si vous l'entretenez correctement, tout se déroulera très bien. Des questions? Bon. C'est assez simple. Nettoyage du filtre à cartouche. Donc là, vous avez toutes les étapes. Vous l'avez sûrement déjà fait. Bien sûr, on ferme les vannes d'entrée-sortie de la filtration. On va ouvrir son filtre à cartouche. On va le nettoyer au jet d'eau le plus possible. Donc là, c'est vos premiers hivernages. Donc vous avez une cartouche qui a été livrée. Dans quelques temps, vous aurez une deuxième cartouche papier. Pour ceux qui sont en cartouche papier, vous allez peut-être en acquérir une deuxième dans 2 ans, par exemple, ou dans 1 an et demi. Dire, je vais en prendre une nouvelle. Le conseil qu'on peut avoir, c'est d'avoir 2 cartouches. Une pour l'hiver, une pour l'été. Parce que l'hiver, c'est là que vous pouvez effectivement faire vieillir prématurément votre cartouche, parce que vous allez le faire que tous les mois, et pas toutes les semaines ou tous les 15 jours, parce que vous êtes moins sur votre piscine. Et puis un mois, vous allez rater, vous allez le faire qu'au bout d'1 mois et demi ou 2 mois. Donc le conseil, c'est d'avoir une cartouche plus ancienne pour la période hivernale. L'autre technologie de filtre à sable, là, on fait effectivement un contre-lavage classique. C'est les étapes qui sont mentionnées, que vous avez déjà utilisées. Là, pour la période d'hiver, c'est pareil, c'est juste vérifier que la filtration tourne correctement. Vous avez aussi le manomètre qui permet de voir la pression, pour vous dire si le filtre est sale ou propre. Vous pouvez voir si la pression elle est plus haute que quand le filtre est nettoyé, ça veut dire que vous avez un nettoyage à faire. L'équilibre de l'eau. Alors ça, c'est effectivement un point qu'on peut négliger à l'hivernage. On se dit, oui, puisque là on va l'éteindre, l'eau on va pas l'utiliser, on la laisse comme elle est. Non, il faut rééquilibrer son eau de manière régulière. Et l'étape d'hivernage est un moment où il sera utile d'équilibrer son eau. Parce qu'on va mettre des produits
pour l'hivernage qui vont nécessiter que l'eau soit équilibrée pour fonctionner. Je rappelle, on parle souvent de désinfection, hein, pour ceux qui ont acquis une piscine il n'y a pas longtemps. On parle souvent de désinfection et on est tous basés sur le taux de chlore, le taux de brome, ces éléments qu'on aime bien. On aime bien aussi le pH, c'est quelque chose qu'on connaît. Sauf qu'il y a d'autres composantes de l'eau qui sont très importantes, qui sont au nombre de 3. L'alcalinité de l'eau, la dureté de l'eau et le pH. Ces 3 éléments ne vont pas de pair, puisqu'ils vont de trio, et qui fonctionnent ensemble. Et il faut que ces 3 éléments soient dans la zone bleue que vous voyez ici, pour dire que l'eau est équilibrée. Qu'est-ce qu'une eau équilibrée? Entre guillemets, c'est une eau saine, qui est propice au bon fonctionnement des produits désinfectants, qui est propice même à la vie, hein, puisque effectivement, elle ne va pas être ni acide ni soude, elle va être neutre, donc vous pouvez vous baigner dans une eau équilibrée, parce que voilà, elle n'est pas acide, elle n'a pas trop élevé non plus. On va avoir effectivement une eau équilibrée, saine. Il faut, de manière récurrente, vérifier l'équilibre de son eau. On va le faire à l'estivage, on va le faire aussi de manière un peu plus régulière à la bandelette, on verra ça tout à l'heure, mais à l'hivernage, il faut le faire aussi, c'est important. Ces 3 paramètres de l'équilibre de l'eau sont régis par une règle qu'on appelle la balance de Taylor. Quand vous allez bouger l'un, ça fait un peu une ligne droite, donc à chaque fois que vous allez bouger l'un, ça va bouger les autres. Tout va bouger un peu de concert. Donc il est important de bien respecter des étapes que je vais vous exposer ici pour réaliser l'équilibrage de son eau. L'étape 1, c'est réaliser l'étalonnage, le réglage de l'alcalinité, ce qu'on appelle le TAC, le titre alcalimétrique complet. C'est le pouvoir alcalin de l'eau, les minéraux dans l'eau en fait. Et c'est la première étape à faire, avant son pH. En plus, le TAC a un effet de stabiliser le pH. Donc si vous avez un TAC bas, si vous essayez de régler votre pH, si vous n'avez pas fait votre TAC avant, le pH, vous allez faire yo-yo et vous n'arriverez pas à le stabiliser. Vous avez sûrement déjà entendu, j'arrive pas à régler le pH de ma piscine, ça bouge tout le temps, je mets du plus, je mets du moins, je n'arrête pas de mettre des produits. Ça c'est beaucoup vu, c'est parce que les gens ont oublié que la base de l'équilibre, c'est d'abord le TAC en étape 1. Et après, on fait les autres étapes. Donc ça, c'est des choses que l'on va contrôler nous, et on en parlera tout à l'heure dans le cadre de l'analyse d'eau. Mais le TAC, il va être souvent attaqué, ces minéraux, par les pluies. Plus il pleut, plus votre TAC va bouger. Malheureusement, il n'y a aucun appareil qui est capable de régler le TAC automatiquement. Ce n'est que du manuel, quels que soient les équipements que vous aviez. Vous pouvez avoir des équipements qui vont régler le chlore, vous pouvez avoir des équipements qui vont régler le pH. Par contre, le TAC, ça reste une intervention à faire 2-3 fois l'année, en fonction de la quantité des pluies. À l'estivage, à l'hivernage, c'est sûr. Mais au milieu de saison, ça se vérifie aussi. Et ça se fait manuellement. Donc on verra hein, comment on règle ça. Le but, c'est de faire un TAC assez élevé. Hein, le TAC idéal, il va être là. On va monter un TAC assez élevé, de manière à ce que, au fur et à mesure des pluies, comme il va descendre, on va le garder plus longtemps, stable, en début ou en fin de saison. Quand on règle le TAC, on le met assez haut. Comme ça, il tient et on a un délai avant de le refaire. Ensuite, une fois que le TAC est fait, on va pouvoir ajuster le pH. Dans nos régions, comme on a des pluies qui sont un petit peu acides, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir monter le TAC. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui fait que le pH va monter. Et donc, vous allez mettre un petit peu de pH moins pour rééquilibrer ce pH. Normalement, chez nous, le pH+, a très peu d'utilité. Il y a des rares cas où ça peut arriver, mais on vend à peu près 5 ou 10 kg de pH+, par an chez Rêve de Piscine. Pour vous dire les faibles cas, les rares cas où on en a besoin. Et enfin, le troisième paramètre, la dureté. Qu'est-ce que c'est que la dureté? C'est tout simplement le calcaire. Quand vous allez régler votre TAC et votre pH, dans nos régions, on n'a pas des eaux trop calcaires, on a des eaux qui sont correctement calcaires. On a besoin de calcaire dans une piscine, il faut qu'il y en ait un petit peu, il faut qu'il y ait effectivement un niveau
entre 10 et 25 degrés français. Donc on va se retrouver normalement à peu près bon. Si vous avez une eau très calcaire, alors on devra utiliser un séquestrant calcaire qui existe, qui est disponible, qui va séquestrer et faire diminuer un peu le taux de calcaire. Mais c'est assez rare. Dans nos régions, les eaux sont plutôt pas mal. En montagne, ils sont plus embêtés. Ça va pour cette partie équilibre de l'eau? Comment on vérifie l'équilibre de l'eau? Ben déjà, tout bêtement, à la bandelette. On verra ça, mais c'est très simple, c'est un test bandelette. On va tremper cette bandelette dans l'eau et on va avoir différents éléments, notamment la dureté, le TAC et le pH, qui vont être mesurés. En plus du désinfectant qui est le quatrième. Ça suffit largement pour faire de l'équilibre. Et ça, c'est un test que vous devez faire de manière régulière pour vous assurer que votre eau est équilibrée et que le désinfectant va fonctionner en conséquence. Et que le produit d'hivernage va fonctionner. Et que le produit anticalcaire va fonctionner. Tous les produits sont faits pour fonctionner dans une eau équilibrée. Si votre eau n'est pas équilibrée, vous pouvez mettre n'importe quel autre produit, il sera moins efficace, voire pas efficace. Donc cet équilibre de l'eau est important. On dispose ici, et on va le faire là ce matin pour vous, d'un équipement qui permet d'avoir des tests plus complets que la bandelette. C'est à faire 1 à 2 fois par an, venir chez nous avec cette petite analyse d'eau. On fera ce test complet qui va vérifier aussi tous les polluants extérieurs qu'il peut y avoir dans la piscine. Il peut y avoir des phosphates. Le phosphate, on en a beaucoup. C'est de l'engrais qui peut se retrouver dans la piscine, qui va aider à la prolifération d'algues. Nous, on va le détecter. On peut avoir la présence de cuivre, de fer, qui peuvent générer des problématiques. Si vous avez des métaux dans l'eau, ça peut générer des problèmes sur les revêtements. Donc on va aller mesurer tous ces éléments-là. On en mesure beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire 1 à 2 fois par an, pour s'assurer qu'il n'y a pas de polluants. À l'été, c'est obligatoire. À l'hiver, ça l'est moins, un test bandelette peut suffire. Des questions? Bon, assez clair. Donc on a une piscine, là, qui est propre, nettoyée, les fils sont propres, les paniers sont vides, et l'eau est neutre. Elle est bien, elle est équilibrée. Donc on va pouvoir maintenant faire des actions pour la mettre en mode hiver. La première des choses, on va réaliser un traitement choc. Un traitement choc, qu'est-ce que c'est? C'est une dose flash très élevée de désinfectant pour tuer tout ce qui est algues, bactéries, microbes en un coup. Donc vous avez là un produit qu'on vous propose, le HTH Choc, il y en a d'autres. Le but étant de désinfecter. Ça va aussi dépendre de ce que vous avez comme type de filtration. On verra, on a un petit tableau pour vous dire sur tel système de désinfection, on vous propose tel choc. Vous verrez les éléments. L'objectif est de tout tuer avant de mettre le traitement d'hivernage. Donc vous allez mettre, pour l'exemple de ce produit, là c'est un bouchon pour 20 mètres cubes de choc à mettre. Et quand vous allez mettre votre traitement choc, donc il faut bien comprendre que c'est une désinfection très concentrée, il faut laisser la filtration en mode allumé pendant 24 à 48 heures de manière à bien mélanger et éviter que ça vienne être concentré dans une zone de la piscine. Il faut vraiment que l'eau bouge. Donc on fait ce traitement choc. Ensuite, on va éteindre tous les appareils de désinfection et de régulation du pH que vous pouvez avoir. L'objectif de l'hiver, je vous dis, c'est en dessous de 15 degrés, on va arrêter la désinfection et mettre la piscine en veille. Elle va continuer à fonctionner avec un petit roulement, mais elle est en mode veille, sans désinfectant. Il va y avoir nécessairement, à la fin, de la vie dedans, mais c'est pas grave. Il pourra y avoir des bactéries, il pourra y avoir des éléments, elle sera propice à la vie, tant mieux, c'est équilibré, c'est pas grave. On redésinfectera à la mise en été. La première désinfection qui est possible, quand vous êtes avec un réservoir de brome, un brominateur, il ne faut plus le recharger. Vous mettez la molette de diffusion du produit au maximum, comme ça va finir les fins de galets qu'il y a sur le fond. Vous mettez au maximum et vous arrêtez de recharger. Assez simple. Deuxième type de désinfection, si vous êtes avec un électrolyseur, il suffit simplement de l'éteindre. Vous avez des fonctions
de mise en veille avec des boutons ou simplement de descendre allant jusqu'à 0 en puissance. Et l'électrolyseur va s'éteindre. Et le plus simple même, c'est de couper le disjoncteur. Vous avez un disjoncteur 6 ampères dans le tableau électrique. Ce disjoncteur 6 ampères, on va le rappeler plusieurs fois, il est sur tous les équipements de désinfection que vous avez à éteindre à l'hiver. Donc vous baissez ce disjoncteur 6 ampères, ça éteindra nécessairement aussi votre électrolyseur. C'est la même chose si vous êtes avec un système à base d'UV. Si vous avez un bio-UV ou un pool squad UV, il est branché aussi sur le disjoncteur. Il faut également le mettre en veille et le couper. La régulation pH, exactement la même chose que la désinfection. Vous pouvez l'éteindre et même couper le disjoncteur directement. Après, si vous avez par exemple un SG Duo comme celui-ci, il va mesurer la température, mais il va aussi avoir l'électrolyseur et il va avoir aussi la régulation pH en même temps. Donc quand vous le mettez en veille, tout se met en veille. Et la régulation pH et l'électrolyseur. Donc si vous coupez le disjoncteur, il est éteint. Par contre, si vous avez l'habitude d'avoir à distance le taux de sel et avoir des éléments de mesure, bah, vous les aurez plus, puisque vous l'avez éteint au disjoncteur. Mais si vous l'avez mis en veille, il continuera à envoyer ses mesures. Ensuite, tous les équipements de désinfection sont mis à l'arrêt. On va adapter le temps de filtration. On va réduire le temps de filtration. Ce que l'on dit pour l'été, c'est température de l'eau divisée par 2, à peu près. Si vous étiez à 25 degrés, on va mettre 13 heures de fonctionnement. Si vous étiez à 28 degrés, on va mettre 14 heures. Là, on va diminuer grandement le temps de filtration. On va le mettre 2 fois 2 heures, de minuit à 2 heures du matin et de 6 heures à 8 heures. Je rappelle comment on règle une horloge mécanique, mais tous ces éléments-là sont mentionnés. Je répète, tout ça, c'est bien effectivement mentionné, c'est les points qui sont mentionnés là. Et avec l'horloge, tout est mentionné, ce n'est que pour vous rappeler comment on le fait. Attention, si vous êtes avec une horloge manuelle, pendant l'hiver, s'il y a un risque de gel, si vous voyez que les températures vont se rapprocher fortement de 0, voire descendre en dessous de 0, pour éviter le gel dans la filtration pendant la période d'inactivité, il faut mettre la pompe en fonctionnement H24, donc en mode permanent. Parce que l'eau en mouvement ne gèle pas. Donc il faut prévoir que si jamais on a un risque de gel, ça n'arrive pas souvent dans nos régions, mais ça peut arriver 2-3 jours, de mettre la pompe en fonctionnement H24, quand vous êtes avec une horloge comme celle-ci. OK ? Si vous avez une horloge domotique type Mayendigo, elle va régler automatiquement le temps de filtration en fonction de la température. L'automate va directement, ici, alors vous laissez toujours sur tous les jours, mais si vous mettez en thermo-adaptatif, ça va le faire tout seul. Vous pouvez le mettre en manuel, et dans ce cas-là, vous faites la même chose que ce qui est mentionné sur l'horloge manuelle, 2 fois 2 heures, 2 heures de minuit à 2 heures à 6 heures du matin, si vous préférez. Mais si vous le laissez en thermo-adaptatif, il s'occupe tout seul du temps de filtration. Attention à bien vérifier qu'il y a cet élément d'activer la protection hors gel. Ça va démarrer tout seul la filtration en H24 quand on va s'approcher de 0 degré. Ce que je vous ai demandé de faire manuellement tout à l'heure, l'automate et la domotique va le faire automatiquement en mesurant la température. Donc on reste auto-thermodaptatif, standard, hors gel, si on a un Mayendigo. Oui. Non, je dis qu'on coupait le 6 ampères. Le disjoncteur 6 ampères qui coupe que la désinfection. C'est que les équipements de désinfection qui sont sur le disjoncteur 6 ampères. À côté, vous avez un autre disjoncteur magnétothermique qui va alimenter la pompe et l'horloge. Donc la filtration va rester en fonctionnement en temps réduit. Et par contre, toute la partie désinfection qui est branchée sur le disjoncteur 6 ampères, électrolyseur, régule pH, les UV, vont se couper.
On a une eau équilibrée, on a éteint la désinfection, on a réglé le temps de filtration. Maintenant, on va éteindre la pompe à chaleur. Première chose, on va mettre le bypass en mode hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va empêcher l'eau de traverser la pompe à chaleur. On va ouvrir cette vanne, donc là, elle est ouverte dans ce sens-là. Donc l'eau passe ici, et là, vous avez l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur dans mon exemple. Fermée, fermée. Donc il n'y a plus d'eau qui va traverser la pompe à chaleur. L'eau, elle va aller directement. Quand vous êtes sur cet élément-là, vous devez avoir en mode été, ouvert, ouvert, et un petit biais. Ça, je rappelle, hein, le schéma, vous l'avez bien ici, sur le petit plan, qui est mentionné dans le local technique. Après, on va l'éteindre électriquement. Pour l'éteindre électriquement, première solution, on la met en veille. Donc, on va rester appuyé 3 secondes sur le bouton à gauche Power pour le déverrouiller si vous avez le petit cadenas. Une fois que le petit cadenas est éteint, vous pouvez appuyer une fois et vous allez voir, quand vous n'avez plus aucun mode en haut, vous avez un petit bonhomme costaud, écho, soleil, un petit flocon, vous avez des modes en haut. Quand vous appuyez une fois, si vous n'avez aucun mode, c'est qu'elle est en veille. Alors E03, ça va le marquer effectivement parce qu'il n'y a plus d'eau. Comme on a empêché E03, ça veut dire il n'y a plus de débit d'eau. Donc quand la pompe ne tourne pas, ça dit E03, elle dit il n'y a pas d'eau qui passe, donc je ne chauffe pas. Quand vous allez mettre le bypass en mode hiver, elle va marquer E03 parce qu'effectivement, il n'y a pas d'eau qui passe. Mais il faut s'assurer qu'ici, vous n'ayez aucun mode. Une fois que vous avez fait aucun mode, on va vidanger la pompe à chaleur. Alors, vidanger la pompe à chaleur, maintenant qu'il n'y a plus d'eau qui passe dedans, on va retirer l'eau qui est à l'intérieur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en cas de gel, ça évitera de la pompe à chaleur de casser. Pourquoi? Parce qu'une eau qui gèle gonfle, prend plus de volume et donc risque de casser les tuyaux, de casser les éléments dans la PAC s'ils sont remplis d'eau. Donc on va vidanger la pompe à chaleur. On pourra voir, si vous voulez, dehors, vous avez sur le côté en bas à droite un petit bouchon de vidange qu'il faut ouvrir et l'eau va couler toute seule. Tout simplement. Et vous remettez ce bouchon à la fin. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous dévissez à la main les tuyaux qui sont branchés derrière et vous videz aussi les tuyaux un petit peu. Le but, c'est de retirer un maximum d'eau. Il en restera toujours un peu en terre. Toute l'eau qui est en terre ne va pas geler. C'est seulement surtout l'eau qui est à l'extérieur de la terre. Et on vous propose de mettre la bâche qui a été livrée avec, vous devez avoir une bâche, de manière à la protéger des intempéries. Vous pouvez également couper le disjoncteur de la PAC directement sur le tableau électrique. Vous devez avoir un disjoncteur qui est mentionné PAC et vous pouvez le couper pour l'éteindre électriquement. Attention, si vous avez votre PAC, elle est mise dans une zone où il y a beaucoup de nuisibles, limaces notamment, parce qu'elles aiment bien. Il est conseillé de laisser la PAC allumée électriquement et la laisser en veille, puisque ce courant électrique qu'il va y avoir sur les cartes va être tout simplement un répulsif, un nuisible. Ils ne vont pas venir sur de l'électricité. Par contre, si vous avez beaucoup de nuisibles et qu'elle est éteinte, il peut y avoir des limaces, par exemple, ça nous est arrivé, qui aillent se coller sur des connexions, sur des éléments, et qui vont réaliser un court-circuit dans la PAC. Donc ça dépend où elle est positionnée. Moi, je sais que personnellement, je l'éteins, j'ai aucun problème depuis 10 ans, parce que j'ai pas de nuisibles dans la zone, et pourtant, je suis dans mon jardin, mais il n'y a pas, je sais pas, de limaces qui viennent particulièrement, ou d'escargots qui viennent se loger à l'intérieur. Les escargots, ils ont un peu de mal à rentrer quand même. Donc là, c'est à vous de juger, en fonction de la zone où est posée votre pompe à chaleur, si vous le laissez électriquement en veille ou pas. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Ne pas oublier, si vous avez la domotique Maya Digo, de mettre la pompe à chaleur en off. Parce que sinon, l'automate va passer son temps à demander à la pompe à chaleur, alors qu'elle est éteinte ou en veille, de chauffer, pour essayer de rattraper la température que vous avez demandé. Donc bien penser à mettre en off. La domotique, elle gère aussi bien la pompe que la... Elle gère aussi bien la pompe que la pompe à chaleur.
Et justement, elle peut se retrouver, selon les modèles de configuration, à dire bah, on va tourner plus longtemps parce qu'on va essayer de chauffer. Donc les 2 fois 2 heures, ils ne vont pas être respectés. Ou il va faire tourner la pompe de filtration plus longtemps qu'il ne faudrait, parce que vous avez peut-être oublié la pompe à chaleur en auto. Donc bien mettre en off en hiver. C'est logique, mais il faut bien le faire. C'est une étape à ne pas oublier. Alors, on avance, on est pas mal. On a une piscine propre, on a une eau équilibrée, on a éteint à peu près tous les équipements qui ne nous servaient pas, la désinfection, les équipements de chauffe, on a réglé la filtration sur 2 fois 2 heures, donc beaucoup plus faible, ou alors on a laissé avec l'automatisme de Mayadigo. Maintenant, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle le produit d'hivernage. Qu'est-ce que c'est que ce produit d'hivernage? Le produit d'hivernage, il sert à prévenir les dépôts calcaires, et c'est aussi un anti-algue, donc ça va éviter la prolifération d'algues. Le produit qu'on va vous proposer, c'est le Piripool Super de chez Bérol. Donc il y a une dose à mettre qui est mentionnée dessus en fonction du volume du bassin. Mais en gros, on va découper en 2 phases. On va mettre une première dose là, à l'hivernage, 48 heures après le choc. On laisse passer un petit peu de temps, on choque, on attend que ça se passe 48 heures, parce qu'on avait dit qu'on laissait la filtration en mode 24 heures après le choc. Donc une fois qu'on a réglé en 2 fois 2 heures, on va aller mettre ce première dose d'hivernage, 48 heures après le choc. Et l'efficacité, nous on vous conseille de remettre une dose au bout de 3 mois. C'est-à-dire on met une première dose d'hivernage, 3 mois plus tard, on remet une deuxième dose. Donc là, on va la mettre en octobre, on va la mettre en janvier. De manière à s'assurer que l'hivernage, le produit aura une efficacité sur une durée à peu près de 5 à 6 mois. Puisqu'on va rouvrir après au mois d'avril. Voilà comment on hiverne une piscine. Là, vous avez eu toutes les étapes. On vous enverra, et on mettra sur le site internet cette présentation en PDF, vous l'aurez. Maintenant, votre piscine hivernée, on va quand même vous proposer quelques éléments et prodiguer quelques conseils d'une manière générale sur la piscine, mais qui n'est pas spéciale à l'hivernage. Premier élément important, on n'y pense pas assez, mais ça sert beaucoup. Je vous ai remarqué, il y a la piscine, toutes les pollutions, que ce soit les crèmes solaires, les pollutions extérieures, viennent se déposer sur la ligne d'eau. Donc il faut la nettoyer, je vous ai dit qu'il fallait nettoyer les lignes d'eau. On vous conseille d'utiliser aussi des éponges à corps gras. Là, ce qu'on vous propose, c'est le produit Water Lily, qui va capturer tous ces éléments et qui va permettre de garder un bassin plus propre, y compris l'hiver. Parce que vous allez moins être à nettoyer, vous allez le faire une fois tous les mois, mais cette pollution va être capturée, ce côté gras, tous les corps gras qui flottent vont être attrapés par cette éponge. L'autre élément aussi qui permet de garder vos filtres, notamment les filtres à cartouche papier, plus longtemps, c'est ce qu'on appelle les net skims. C'est des paniers. Dans le panier skimmer, on met une petite chaussette qui va venir capturer les éléments de manière plus fine que le skimmer en lui-même. Ça évite un colmatage trop rapide et une usure prématurée du filtre à cartouche qui a une durée de vie en moyenne de 3 ans quand vous l'entretenez correctement. On récapitule ici un petit peu les différents types, on parlait de choc, de différents types de traitements choc que l'on va conseiller en fonction de ce que vous utilisez, comme technologie de désinfection et les différents produits que l'on va avoir. Pour toute question, vous pouvez joindre le service après-vente de 2 manières, soit par email, sav@rêvedepicine.com, même là, si vous avez des questions sur l'hivernage, il ne faut pas hésiter, ou par téléphone. Vous avez des astreintes téléphoniques du mardi au samedi, de 10h à midi et de 14h à 17h. Vous appelez directement sur le téléphone de l'entreprise et vous faites le 2. Bon, c'est indiqué, vous avez un message qui vous dit « Faites le 2 pour les joindre ». Si vous bénéficiez d'un contrat d'entretien, le contrat d'avant, vous avez une ligne qui est dédiée. Dernière chose, si vous avez vraiment envie d'avoir une réponse rapide, à partir du mois d'octobre, là, on a mis une mise à jour de notre site internet.
Donc vous allez sur rêvedepiscine.com, tout attaché, au singulier.com. Et dans la section service après-vente, vous allez retrouver tous les manuels de tous les équipements. Vous pouvez les télécharger en PDF, ils sont disponibles en ligne. Vous allez retrouver dans les manuels, notamment cette fiche-là, si vous la voulez, en papier, vous l'avez en PDF. Vous allez retrouver tous les tutoriels vidéo, dont des tutoriels sur l'hivernage, des vidéos qui ont été réalisées pour vous présenter les étapes à réaliser de l'hivernage. Qu'on vient de faire ce matin, mais vous l'avez en vidéo. Et vous avez aussi une section fac, la foire aux questions, où vous avez les 10 grands classiques qu'on peut avoir, notamment la question sur le E03, par exemple, qui est mentionnée. Ce sont des choses assez courantes. Et nous avons mis en place une IA qu'on appelle Nemo ici, qui s'appelle Nemo, qui a accès à toutes les documentations et qui peut répondre à n'importe quelle de vos questions. Si vous lui posez une question et que la réponse est dans un manuel, tous les manuels que l'on voit là, ça va chercher dans la base documentaire et vous fournir la réponse. Plus des grands principes. Donc n'hésitez pas, c'est assez performant. Et puis en plus, vous l'avez 24/24, 7/7. Dernier élément, on a lancé ça aussi, alors ça fait très longtemps, on a le parrainage, ça vous en avez tous normalement eu vent, puisqu'on vous a donné un bon de parrainage si vous avez un parrain à la réception de la piscine. Néanmoins, on a lancé un club des ambassadeurs, où on a les personnes qui ont réalisé 2 parrainages sur les 3 ans. On a fait ça cette année, c'était assez convivial, où effectivement, quand vous intégrez ce club, ça se fait automatiquement, sans adhésion, c'est juste parce que vous avez parrainé 2 personnes dans les 3 ans, et ben on fait un afterwork privé avec l'ensemble de ces clients-là, qu'on appelle nos ambassadeurs, parce qu'ils ont proposé 2 parrains, enfin 2 filleuls plutôt, et on fait des offres privilégiées, et c'est effectivement gratuit. Voilà. Des questions avant qu'on passe à l'atelier analyse d'eau? Parfait. Vous allez tous pouvoir récupérer une analyse qui a été faite avec l'appareil, la petite centrifugeuse que l'on a, qui va permettre effectivement d'avoir un détail complet de l'équilibre de l'eau et des différents polluants. Mais ce qui est bon, c'est de savoir comment utiliser la bandelette. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, là, maintenant. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais on va s'intéresser surtout en priorité. Donc là, il y a un tiré au sort, si quelqu'un reconnaît sa petite gourde. On va mettre une petite bandelette dedans. Je vais vous expliquer comment on la lie, de quelle manière et pendant combien de temps. Parce que il y a une petite technique à connaître, mais qui n'est pas très compliquée. Elle est écrite, c'est qu'effectivement, on va aller mettre dans l'eau et ressortir directement, sans secouer. On n'attend pas dans l'eau. On met la main dans l'eau avec la bandelette, ou alors, on fait un prélèvement et on va mettre dans son prélèvement. Idéalement, il ne faut pas se prendre à la sortie de la buse, parce que c'est là où il y a le maximum de produits. Il faut essayer de prendre au milieu de la piscine, à 30-40 cm de profondeur, parce qu'effectivement, le soleil va venir brûler le désinfectant sur le dessus, donc on ne va pas le voir, ou le voir moins que sur le contenu. Donc il faut essayer d'être un peu central, en hauteur, et au milieu de la piscine pour prendre ce prélèvement. Bon, là, on est quand même en fin de saison. Donc on va prendre une petite languette, et cette petite languette a 4 petits carrés sur lesquels on va pouvoir comparer avec les couleurs qui sont mentionnées à l'arrière du paquet. Ce qui est bien, c'est de savoir tout de suite ce qu'on va commencer par voir. L'objectif, là, c'est de vérifier l'alcalinité, le TAC. Point 1 de l'équilibre de l'eau. Donc le TAC, on va le regarder, il est là. C'est le 3e. Donc on va vérifier le 3e et on va vérifier le 2e après, qui est le pH, qui est le premier. Ils ne sont pas dans l'ordre. Donc on va vérifier le TAC, vérifier le pH. Et on pourra aussi regarder voilà, le niveau de chlore, puisque là, c'est un prélèvement sur un électrolyseur au sel. Donc le sel fabrique du chlore naturel. Donc c'est bien du chlore que l'on va mesurer. On va mettre la languette dedans, on va la retirer
instantanément, et on va attendre 10 à 15 secondes avant de lire, pour que les petits carrés puissent réagir. C'est mentionné 15 secondes, hein, tremper, retirer, attendez 15 secondes et comparez. La comparaison, vous avez quelques secondes pour la faire, une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes. Après, la couleur va continuer à dériver. Donc, les personnes qui trempent, qui posent, on va chercher le téléphone, qui reviennent, toc, les couleurs sont bizarres, c'est normal. On trempe, on attend 10 à 15 secondes, on compare dans les 10 secondes, on fait notre mesure. Si on n'a pas eu le temps de faire les autres, eh ben c'est pas grave, on refait une deuxième languette. Mais on a, voilà, 10 à 15 secondes à attendre et 10 à 15 secondes pour lire, pour éviter que ça dérive trop. Donc on va le faire. Et je vais vous passer la languette et l'élément, vous allez tous le faire, pour voir. Je trempe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je regarde. Voilà, moi j'ai mesuré mon TAC et j'ai mesuré mon pH. Voilà, je sais ce que j'ai. C'est bon. Et là, ça commence à virer. Là, moi je mesure un TAC aux alentours de 60 et un pH aux alentours de 6,8. Et le but de ces ateliers, c'est ça. C'est vraiment de vous faire comprendre la piscine, malgré tous les automatismes que vous pouvez avoir, malgré tout ce qu'il peut y avoir, ça nécessite un contrôle de manière plus ou moins régulière. Quand vous avez des appareils comme ça, électroniques, c'est un contrôle tous les mois, tranquillement, un petit coup de bandelette, voir tout va bien. Il a beaucoup plu. Où j'en suis? Je veux savoir, s'il ne pleut pas, ça va aller. Hein. Le TAC ne va pas trop bouger. Le pH- va le faire descendre un peu, mais ça va aller. Par contre, il a plu, je regarde. Ah oui, effectivement, je vais peut-être mettre un peu de TAC parce que c'est un peu tombé dans les, tombé dans les valeurs, quoi. Et crème pour lui, c'est quoi? C'est du liquide? C'est de la poudre. De la poudre? C'est de la poudre. C'est de la poudre, c'est un basique. On va mettre ça dans le bassin. Exactement, avec la filtration en fonctionnement pour que ça mélange, comme on a dit tout à l'heure. Et pour l'hiver, l'autre point important, pas oublier sa piscine, c'est tout. Si vous ne l'oubliez pas, que vous la nettoyez de manière régulière, on conseille mensuellement, si vous le faites au bout d'un mois et demi, la piscine, ça ne va pas s'autodétruire, ça va aller. Vous pouvez le faire un peu plus espacé, ça dépend ce que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles, pas beaucoup de feuilles, c'est pas grave, ça dépend, là c'est vous qui allez jauger. Et remettre une dose au mois de janvier du produit d'hivernage. Et ben vous allez rouvrir votre piscine, pas quand il fera 25 degrés, parce que sinon elle sera, quand il sera juste au-dessus de 15, vous allez remettre la désinfection en fonction, pour éviter justement que la prolifération arrive d'algues, et elle repartira avec une eau propre et limpide. Si vous oubliez de la nettoyer, la filtration va s'encrasser, vous allez abîmer votre filtre, s'il est en papier notamment, l'eau va blanchir, va être de moins en moins claire, cristalline, parce qu'il va y avoir plein d'impuretés dedans. L'équilibre va bouger également. Et après, vous allez ouvrir peut-être tardivement parce que vous allez l'oublier. Elle sera passée au vert parce qu'on sera au-dessus de 15 degrés. Et là, vous dites, je comprends pas. Je l'avais éteinte et puis je reviens dans 6 mois, elle est toute verte et comment on fait? Et puis là, on consomme un nombre de produits pour essayer de la récupérer anormalement élevé. Si vous ne l'oubliez pas et que vous la surveillez avec ces 4-5 éléments à vérifier, hein, la température, un nettoyage, puis une petite bandelette d'équilibre, et vous la rouvrirez limpide. C'est bon pour vous? Eh bien, merci à vous.